Bonjour, je m'appelle Bernard Adrian et je voudrais vous remercier pour vos 3786 euros. Voilà, c'est pas moi qui les ai reçus, mais comme ceux qui l'ont reçu ou ceux qui en ont profité ne vous ont pas remercié, je me permets de le faire à leur place. Et ces 3786 euros, en gros, c'est ce que vous payez chaque année en plus de ce que vous devriez payer. Alors voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il s'agit du financement des administrations de sécurité sociale obligatoires, ce qu'on appelle en comptabilité nationale les ASSO. Donc en 90, les ménages finançaient environ un tiers des recettes des ASSO. Et donc en 2020, c'est-à-dire 30 ans plus tard, les ménages financent plus de la moitié des ressources des ASSO. Alors, qu'est-ce que c'est les administrations de sécurité sociale obligatoires, en abrégé ASSO? En comptabilité nationale, c'est d'une part les régimes de base obligatoires, la maladie, les accidents de travail, la famille, les retraites. C'est aussi l'ensemble des hôpitaux publics, ils sont financés par la sécurité sociale, ils appartiennent à la sécurité sociale, donc ils font partie des ASSO. Le fonds de réserve des retraites, la caisse d'amortissement de la, entre guillemets, dette sociale, avec des gros guillemets, parce que dette sociale, c'est pas sûr qu'il y en ait une. Les caisses de retraite complémentaires, obligatoires, l'Agirc Arco, etc. Et enfin, l'UNEDIC. Voilà, donc d'où vient cette information? C'est d'un rapport tout à fait officiel qu'on peut trouver sur le site de la Sécurité sociale. Il s'appelle le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale. C'est l'édition 2022. Et donc dans la partie financement de ce rapport, à la page 37, vous trouvez ce schéma qui montre l'évolution de la part des ménages d'une part et des employeurs d'autre part dans le financement des administrations de sécurité sociale. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans concrètement? Donc on l'a vu, en 30 ans, la part des ménages dans le financement des administrations de sécurité sociale est passée de 34,8% à 53,1%. La part financée par le patronat est passée de 65,2% à 46,9%. Donc la différence, si vous l'avez faite de tête, ou si vous l'avez pas faite plutôt, la voici, elle est de 18,3% du montant des recettes des administrations de sécurité sociale obligatoires. Alors, combien ça fait 18,3% des recettes des ASSO? Sachant que le total des recettes en 2020, c'est la dernière année pour lequel on a le calcul, il est de 610,4 milliards d'euros. On multiplie par 18,3% et on obtient 111,7 milliards d'euros. En 2020, les ménages ont payé 111,7 milliards d'euros à la place du patronat. Combien ça fait pour chaque ménage? Selon l'INSEE, nous sommes 29,5 millions de ménages en France, 111,7 milliards financés à la place des entreprises par 29,5 millions de ménages. On va poser l'opération et ça nous donne 3 786 euros en 2020 par ménage. Donc merci à vous, merci à moi aussi, puisque je les ai payés aussi, à la place du patronat, 3 786 euros en 2020. Comment c'est arrivé? Eh bien, en 1991, il y a eu la création de la CSG. Donc la principale nouveauté de la CSG, c'est que les retraités sont mis à contribution. Avant, ils ne finançaient pas la sécurité sociale.
la CSG sur les revenus de remplacement, essentiellement les retraites, ça représente aujourd'hui 20 milliards d'euros par an. Ensuite, les gouvernements successifs se sont mis à réduire la part dite patronale des cotisations, d'abord un peu, puis de plus en plus massivement, jusqu'à des exonérations totales. Ces réductions et exonérations représentent aujourd'hui environ 90 milliards d'euros par an. Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi les gouvernements ont-ils fait ça? C'était le plus souvent écrit noir sur blanc dans leur programme. Quand on a eu des gouvernements de droite, c'était effectivement dans leur programme. C'était écrit noir sur blanc. Quand c'était des gouvernements socialistes, c'était pas forcément dans leur programme, mais c'est la politique qu'ils ont appliquée. C'est la politique qu'on appelle de réduction du coût, entre guillemets, du travail. Alors, le coût, il est entre guillemets, puisque le travail produit les richesses. Donc, par définition, il ne coûte rien, puisqu'il produit. Mais du point de vue des propriétaires des moyens de production, c'est un coût. Hein, le travail est un coût. Mais pas, je dirais, dans la réalité. Donc, comme les gouvernements ne peuvent pas réduire les salaires bruts, enfin, difficilement en tout cas, ils réduisent l'autre partie du salaire, donc ce qui est au-delà du salaire brut, c'est-à-dire les cotisations dites patronales. Si on prend l'exemple au niveau du SMIC, le SMIC brut ne diminue pas, heureusement. Il augmente légèrement, très légèrement, chaque année avec l'inflation. Et pourtant, le coût du travail, entre guillemets toujours, d'un salarié au SMIC a diminué de 1,2% par an, en moyenne entre 2012 et 2020, selon le REPS, donc le rapport dont je parlais tout à l'heure, l'édition 2022. Donc au total, 1,2% par an sur 9 ans, ça fait une diminution de 9,2% sur la période de 2012 à 2020. Donc voici la référence par rapport à la source. Bon, alors maintenant, qui est-ce qui paye à la place des patrons? Déjà, pour commencer, la CSG sur les revenus de remplacement, donc en particulier les retraites, rapporte environ 20 milliards d'euros par an. Je rappelle que ça n'existait pas avant 1991. Donc le plus gros de la différence est payé par le transfert aux administrations de sécurité sociale obligatoire d'une part de la TVA collectée, qui auparavant allait en totalité à l'État. Et qui est-ce qui paye la TVA? Eh bien, c'est les ménages, c'est-à-dire les consommateurs ou les ménages, ce qui revient au même. Mais alors, l'État perd des recettes? Point d'interrogation. Et la réponse est oui, bien sûr. C'est pour cette raison qu'il n'arrive plus à financer les services publics, l'État n'arrive plus à financer les services publics, et que la Sécu n'arrive plus à financer les hôpitaux à hauteur des besoins. Et c'est aussi pour ça que les gouvernements retardent le moment où vous pourrez prendre votre retraite en prenant prétexte du fait que l'État finance la sécurité sociale, mais c'est eux qui l'ont organisée en fait. Résumons la situation. Nous payons 112 milliards par an à la place du patronat. Nos services publics manquent d'argent. Est-ce qu'au moins ça aide nos petites entreprises? Est-ce que ça profite à nos petites entreprises? La réponse est non. Pourquoi? Eh bien, examinons les clients des petites entreprises.
souvent, les petites entreprises travaillent pour les grosses. C'est ce qu'on appelle la sous-traitance. La concurrence impitoyable entre sous-traitants amène la petite entreprise à baisser son prix au maximum grâce à sa réduction de cotisation. La grosse entreprise donneuse d'ordre profite donc 2 fois de la réduction des cotisations sur ses propres salariés d'abord et via la baisse de prix sur les salariés de ses sous-traitants. En fin de compte, la petite entreprise n'en profite pas. Enfin, toutes les petites entreprises n'ont pas forcément pour clients des grosses entreprises. Elles ont aussi les particuliers pour clients, c'est-à-dire nous-mêmes. Or, les prix augmentent, la TVA aussi, on paye de plus en plus cher, donc de plus en plus de TVA, par exemple sur l'énergie et les autres produits de première nécessité. Les complémentaires maladie nous coûtent de plus en plus cher, en particulier en dehors des contrats collectifs d'entreprise, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas en entreprise ou qui n'ont pas la chance d'avoir, même en entreprise, qui n'ont pas la chance d'avoir un contrat collectif. Donc ça coûte de plus en plus cher. Enfin, le recul des services publics nous oblige les particuliers à s'équiper en matériel informatique et smartphone pour gérer nous-mêmes nos dossiers. Donc en fin de compte, il ne nous reste pas grand-chose, on pourrait même dire presque rien, pour faire vivre les artisans et les commerçants de proximité. Donc encore une fois, les petites entreprises, elles sont victimes aussi de cette politique de baisse du coût, entre guillemets, du travail. Mais, en fin de compte, qui est-ce qui profite de ces réductions de cotisations? On a vu, c'est pas les ménages, puisque ce sont eux qui payent la différence. Ils ne sont pas non plus les petits patrons, puisqu'ils continuent à souffrir, qu'ils aient pour clients des grosses entreprises ou les particuliers. En fin de compte, c'est seulement les propriétaires des grosses entreprises qui profitent des réductions de cotisation de leurs sous-traitants, en plus de celles qui concernent leurs propres salariés. Que peut-on faire pour rétablir la situation? D'une part, exiger la fin des exonérations de cotisations sociales, et enfin, se battre pour l'augmentation générale des salaires bruts. Ce qui permettra de mieux vivre au quotidien avec un meilleur salaire, de mieux financer nos hôpitaux avec une sécu mieux financée, de mieux financer nos autres services publics avec un État mieux financé, puisque il n'y aura plus une partie des impôts qui partira vers la sécu, de reconquérir la retraite à 60 ans après 37 ans et demi cotisés, comme c'était le cas en 1990, donc il y a 30 ans. Voilà, donc en conclusion, par rapport au débat actuel sur le massacre des retraites que le gouvernement a entrepris, eh bien, il y a une alternative, il faut tout simplement augmenter les cotisations patronales, pas l'âge de la retraite. Merci à vous.